Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Comme chaque dimanche, un rendez-vous hebdomadaire pour que nous soyons capables de connaître la température économique et financière du pays d'Haïti. Semaine ça, nous allons faire vraiment une grosse émission sur les affaires budget de la République. Nous ne jamais suspendre que c'est un instrument qui est plus important pour nous capables de faire politique. Haïtiens commencent à comprendre ça et il faut nous renforcer dans quelque sorte. Pour le faire, toujours à disposition nous, président de la commission finance, Sénat de la République, là, M. Jocelyn Briver. Sénateur, nous vous remercions pour votre invitation. Bonsoir Ouro, bonsoir tous les téléspectateurs de Radio Télémétropole, surtout branchés émission Magazine économique. Comme d'habitude, c'est avec plaisir que m'accueille l'invitation et que me répondre présent pour me partager. Je remercie au nom de téléspectateurs et auditeurs qui en général depuis que nous faisons émission sur le budget avant, qui dit après un pile, donc j'espère que je dis. Nous allons continuer avec habitude là, c'est une bonne habitude liée. Mon cher, tout plaisir. Nous allons faire un bilan de législature qui se passe là avec l'administration ça sous instrument ça le budget. Il y a des bagages positifs qui doivent être là-dedans et il y a un pile pour nous faire toujours. Si vous devez faire un bilan, vous devez résumer. Est-ce que nous avons avancé dans l'affaire exercice ça? D'ailleurs, il faut connaître que son loi que lié, c'est la loi des finances et son obligation constitutionnelle que lié. Autant que pour mon honnête, nous avons dit que le Parlement n'a pas été tout à fait efficace en matière budgétaire. En ce sens que responsabilité nous, en tant que Parlement, les double. S'il est vrai que la charge d'élaborer le budget, c'est une compétence exclusive du pouvoir exécutif, tout aussi bien la phase d'exécution, mais la phase d'approbation et la phase de contrôle sont des prérogatives du Parlement. Donc, constitution bas exécutif là, ça, c'est lui seulement qui doit faire budget et c'est lui pour exécuter. Nous-mêmes, nous ne tâche pas, nous ne pouvons pas entrer dans la partie élaboration. L'élaboration du budget est clairement établie à l'article 111-2 de la Constitution. Il dit l'initiative des lois budgétaires concernant les recettes et les dépenses de l'État sont de l'initiative exclusive du pouvoir exécutif. Mais cet article est conclu en disant que les projets formés à cet égard doivent être d'abord approuvés par la Chambre des députés. Ce n'est pas seulement que par manquer pour l'approuver, mais il déjà défini circuit d'entrée de ce projet de loi au Parlement. S'il est vrai que les deux branches du Parlement, de façon indépendante et autonome, ils ont une propre vision par eux de budget, mais le Sénat n'est saisi qu'en deuxième instance en ce qui concerne le budget. Soit après le vote par la Chambre des députés, soit après que la Chambre des députés aura complété une durée de 30 jours sans se prononcer sur le document. La loi permet maintenant au pouvoir exécutif de saisir le Sénat après un mois où le budget n'a pas été voté, ou disons mieux, où le projet de loi de finances n'a pas été voté par la Chambre des députés. Donc, une fois cette phase complétée, où le texte soumis a été voté dans les mêmes thèmes par les deux chambres, on est en présence d'une loi transmise à l'exécutif pour être promulguée et publiée. Il commence maintenant la phase d'exécution du budget. La phase d'exécution du budget, qui est la compétence encore du pouvoir exécutif, et la phase de contrôle de l'exécution demeure encore une compétence du Parlement. On était en préparation toujours. Est-ce que la Constitution bien spécifique, date, période d'élaboration, est-ce que l'exécutif là gain pour respecter des dates qui sont bien déterminées, bien dites dans la Constitution? La Constitution, à chaque fois elle fixe un cadre général, elle renvoie aux lois spécifiques pour la mise en application de ce cadre général. En matière budgétaire, et le cadre réglementaire, ou bien le cadre légal qui gouverne le budget, c'est le décret du 16 février 2005, qui était promulgué et publié au cours de la période de transition. S'il est vrai que certains disent que ce projet a déjà été élaboré au cours de l'exercice 2003-2004, voté par le Parlement, mais non publié,
la publication a été faite par le gouvernement de transition. Et c'est ce projet qui gouverne. Donc, un décret que prend pour capable mettre sa constitution dit l'intention dans ça pour faire. Le décret datant du 16 février 2005. Okay. Et ce décret fixe à la deuxième semaine du mois d'octobre, à partir du 15 octobre, pour que le processus d'élaboration, phase par phase, initié pour se compléter jusqu'au 30 juin, qui est la date limite où le Parlement doit être officiellement ou formellement saisi du projet de loi de finances. Est-ce qu'on t'a dit que si le décret n'a pas exécuté, j'ai un mandat là pour violer la Constitution parce que le décret a découlé de sa Constitution, dit? Le décret a fixé au 30 juin la date limite pour que le projet de loi de finances soit transmis au Parlement. Le Parlement, dans ces deux branches, selon toujours les thèmes de ce même décret, il a un délai de 70 jours pour se prononcer. 30 jours à la Chambre des députés, 20 jours au Sénat et 20 jours de navette entre les deux chambres. Est-ce que ça nous dit là, pendant la période d'administration, ça, ils respectent normalement? Je ne peux pas dire période d'administration, ça. En 2009, c'est vrai, en pile, on a battu l'estomac que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays. C'est dommage, on ne suit pas l'histoire de ce pays. On répète à tout bout de champ que nous sommes les premiers à faire. En 2000, le décret a été publié le 16 février 2005 sous le gouvernement intérimaire de Gérald Latortue. Le gouvernement du président Préval est arrivé en mai 2006. Il était matériellement impossible pour que ce budget soit préparé, pas même Mme Pierre-Louis, c'est le président Jacques-Édouard Alexis. Il était matériellement impossible pour que ce budget soit déposé le 30 juin. Ensuite, 2006-2007, le budget a été déposé à date, mais n'a pas été voté à date parce que le Parlement avait rejeté l'introduction d'une taxation sur les appels entrants. En 2008-2009, le projet de loi de finances a été déposé au Parlement, a été voté avant la date du 30 septembre et le budget a été effectivement voté par les deux chambres et publié au journal officiel. S'il est vrai que pendant ce gouvernement, en deux occasions, le gouvernement a eu à respecter le délai, il faut admettre aussi, c'est pour cette raison que je t'ai dit, le bilan est mitigé, le Parlement a eu effectivement à compléter son vote dans les mêmes thèmes par les deux chambres pour un seul exercice au cours de ces trois périodes. Nous avons une petite histoire toujours, puisque c'est dans cette année-là, avant que le décret 2005 là, la Constitution de 1987, ça qui est passé pendant la période là. Il n'y avait pas de date fixée. Il n'y avait pas de date fixée, mais ce qui est une contrainte, c'est que l'exercice fiscal d'Haïti commence du 1er octobre au 30 septembre. Même en dépit de l'existence de ce cadre légal, ça veut dire pas de loi qui existait avant. Il y avait la loi sur le budget de la comptabilité publique qui était fixée dès l'EA quand même. Mais la date limite pour que le budget soit voté et publié est le 30 septembre pour qu'il rentre en application le 1er octobre. D'accord. Décret ça, pendant 4 à 5 dernières années, combien il faut le respecter normalement et que le travail a fait déjà en constitution spéciale? Décret a un problème là-dedans. Comment demander à une assemblée politique qu'est le Parlement pour fixer le délai pour le voter en loi? Et pas n'importe quelle loi. Une loi à caractère économique. Ce n'est pas moi pour l'apprendre, non? Si on peut avoir toutes les compétences au niveau du Parlement, au niveau politique, mais au niveau économique, c'est là surtout que le Parlement pâtit en termes de compétences. Et bien plus, les commissions permanentes de l'économie et des finances des deux chambres ne sont pas encadrées. Ça fait déjà plus de 4 ans que nous menons combat au niveau des principales institutions qui se disent supporter le Parlement pour que le Parlement soit assisté techniquement dans l'analyse de certains projets de loi ou de certains accords internationaux. Donc, analyser le budget pose un problème. Donc, ce n'est pas évident que c'est à tous les coups que les deux commissions arrivent à compléter leur analyse dans les délais impartis. Même lorsque, je ne peux pas dire pendant les 4 années, le gouvernement a toujours respecté cette date, c'est faux. D'ailleurs, en 2011, le gouvernement est arrivé en mai 2011
Et le Premier ministre Gary Coney a été ratifié comme Premier ministre en septembre 2011, donc il n'y a pas de budget. Donc c'est le budget 2010-2011 qui était reconduit pour 2011-2012. Le budget 2011-2012, finalement, pour le déposer en fin d'exercice. Et encore en 2013-2014, deux budgets ont été déposés à date. Mais 2014-2015, le budget a été déposé effectivement à date. Mais, ça s'est passé, la Chambre des députés avait fait des modifications qui n'étaient pas acceptées par le Sénat. Et capacité pour un vote identique dans les deux chambres, ça te demandait une convocation à l'extraordinaire de la Chambre des députés, qui n'a pas eu lieu. Donc le processus avait été complété. Pour nous, pendant les 4 dernières années, si il y a eu un exercice pour lequel les deux pouvoirs avaient respecté leurs engagements en termes de délai, c'était l'exercice 2013-2014. Mais est-ce qu'on sentit une volonté des deux côtés pour que nous comprenions l'exigence que vous faites nous et pour nous respecter? Au niveau du Parlement, le problème, c'est que, pas oublier qu'un budget nous dit, politiquement, on ne parle pas dans la définition juridique là, c'est la traduction chiffrée des promesses et des engagements électoraux. Donc, il y a deux entités qui contrôlent le pouvoir politique, mais qui ont eu à faire campagne. Le président de la République, les parlementaires, les ministres qui sont l'émanation du Parlement n'ont pas eu à faire campagne. Donc, il faut concilier les promesses et engagements du président par rapport à ceux des parlementaires qui ont eu aussi à faire campagne. Quand le budget arrive... Il peut y avoir divergence d'intérêts. Ah, bien sûr. Qu'est-ce qui me préoccupe en tant que parlementaire? C'est le bien-être de mes mandants. En quoi ce budget traduit le bien-être de mes mandants? En quoi les projets qui vont être réalisés vont avoir un impact positif sur les conditions de vie de mes mandants? C'est ce que je cherche à travers le budget. Le gouvernement a ses priorités. Nous, parlementaires, nous avons nos priorités. Et le budget, c'est le filtre par lequel où ces deux priorités se rencontrent et se concilient. Mais est-ce que ce n'est pas de l'obligation des partis politiques, qu'on soit dit là, et qu'en amont, peut dégager cette majorité pour faciliter la tâche? Sinon, si on président vient grain sec, le Parlement en lui-même se dit là, il y a des acteurs qui ont intérêt par eux. Donc, choc, ça va joindre et finalement, nous, de la population, sommes les victimes. Mais c'est pas pour rien. Et la Constitution le reconnaît. Si les parlementaires n'ont pas de capacité pour modifier l'enveloppe, mais ils peuvent faire toutes les réaffectations ou réaménagements jugés nécessaires ou indispensables à l'intérieur de l'enveloppe. Alors, pour me traduire pour le grand public, là, il dit que depuis l'exécutif, la fin fixé montant, ou pas qu'à dépasser. Pas qu'à dépasser. Mais c'est comme si je dans salle, je dépasser toute chaise quand dans salle là, devient pas dépasser. L'exécutif n'a pas de budget. Il a un projet. Bien. Le Parlement lui donne un budget. Le Parlement l'autorise à percevoir les ressources. Le Parlement l'autorise à engager les ressources à telle fin. Mais qu'est-ce qui préoccupe les parlementaires dans cette démarche? C'est le bien-être des citoyens. Oui, mais sous ça, dit là, il n'y a pas de budget, le Parlement va l'autoriser. Notre incapacité, pas seulement en politique, là, non, en général, dans cette société, à s'asseoir, à discuter, pour me chercher qui intérêt nous chaque gain en commun. Pour que, ou perdant, ou gagnant, c'est pour nous craser bagarre là. Est-ce que ça est faisable là? Mais quel régime politique on a institué en 87? On a institué un régime politique qui fait qu'il y a une solidarité, une interdépendance entre les deux pouvoirs. Contrairement à ça, on dit, il est vrai que les parlements sont toujours des parlements d'opposition, mais dans un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire tel que le nôtre, il faut qu'il y ait cette solidarité entre les deux pouvoirs. Là, matériellement impossible pour un gouvernement d'être efficace s'il n'arrive pas à dégager une majorité au Parlement. Cette majorité,
Comment la dégager? Exercice là fait extrêmement intéressant. Le paraît simplement on a fait budget non. N'a regardé est-ce que nous achetons un costume 55 après qu'on nous c'est 15 livres là. Est-ce que par expérience ou même vous faites dans le Parlement, vous regardez le tout dans l'exécutif, est-ce que réellement nous haïtiens, de par notre comportement, est-ce que l'exercice ça aux gens se disent là? Est-ce que nous comprenons qui régime politique est institué? Est-ce que nous parlementaires nous comprenons que le gouvernement a besoin de notre solidarité, de notre interpénétration? Est-ce que le gouvernement lui-même tout il connaît qu'en face il y a des partenaires et que c'est son entente, c'est son dialogue? Quelles sont mes priorités? Quelles sont les priorités du gouvernement? Et l'accord que je dois gagner avec le gouvernement pour me ratifier le Premier ministre, pour me voter le budget, est-ce que c'est un accord sur la base d'intérêt personnel ou bien c'est un accord sur la base en quoi cette politique va changer le cours des choses pour les 500 000 habitants que je représente au niveau du département des Nids? Sans vouloir singulariser M. Martelly, puisque qu'on y a un cas d'études, et c'est ça qu'on fait pour nous avancer tout, pour nous regarder qui bilan et côté de braler, on admet que la première année de M. Martelly, c'était un choc avec le Parlement. On se dit, si que ou pas de budget, ou pas chercher le Parlement. Donc, si que choc ça a fait, ou presque perdu première année, il faut dégager majorité. Mais à quel prix? À quel prix obtenir cette majorité? Donc, M. Martelly est arrivé sans la majorité. 4 députés. 4 députés, et ensuite choc avec la Chambre des députés. Choc avec le Sénat. Donc, au départ, pour ceux qui vont venir, des poupées du année, au moins dans 5 ans, c'est rien du tout. C'est évident. Maintenant, quelle est qui grandeur d'âme, qui capacité pour me comprendre que m'entraînons jouette la main des compromis. Et c'est là le fort, c'est le faible des Haïtiens. On propose d'en retourner dans quelques instants, nous devons regarder, pas simplement budget, parce que il y a un mécanisme, c'est comme si on a une belle automobile, mais ce n'est pas qu'à conduire, ce n'est pas un gaz mettre là-dedans. C'est ça que nous devons faire avec le sénateur, après nous allons rentrer dans l'aspect technique là. Nous proposons dans quelques instants. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème de gain action client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chérie amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Mané banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Mais on communique la douane pour tout le monde qui est concerné. La douane voulait dénoncer tout le monde qui, depuis dik d'antan, a utilisé tout moyen pour passer marchandises contrebandes sous frontière pays à République dominicaine et dans port province surtout. Nous voulons faire tout le monde connaître que la douane, dans le cadre de mission la loi Bali, joint support gouvernement et spécialement ministère Finances pour prendre toutes mesures pour combattre contrebande. Pour aider le fait travail à plus bien, la douane mande toute association, entrepreneur, ti machan yo, ak l'autre citoyen qui remen pays yo, vin bal bon jan information pour le ka kwape mal sa qui relè contrebande, kap détruit production pays ya, entreprise pays ya, ak travail qui dans pays ya. La douane a profité pour rappeler tout le monde que décret 20 octobre 2005 là, qui dans moniteur numéro 79 là, fait l'obligation pour li bay récompense l'argent à tout le monde qui pote bali bon jan information qui cap aider le bataille contre fraude à contrebande. Si ou ta gen bon jan information pour bay la douane, soit activité fraude à contrebande, relè la douane dans numéro ça 28 18 99 99. 28 18 99 99. Relè la douane. Ça, c'était communiqué 501 la douane. Les campés à côté, la défense.
fait semblant. Love c'est client Sogebank. Sogebank, toujours bas côté mes amis. Sogebank, toujours bas côté, Sogebank, toujours bas côté mes amis. Sogebank, toujours bas côté, Sogebank. Nous avons ce magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h. Sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous avons parlé d'un instrument qui est fondamental pour que nous soyons capables de faire la démocratie à fonctionner bien, du budget de la République. Nous avons comme invité le sénateur Jocelyn Privert. Mais sénateur Privert, nous sommes que vous avez mettre meilleur instrument, vous avez meilleure intention. Mais si nous avons un joueur qui eux-mêmes veulent faire, au sein du moment là, nous retenons le compromis, consensus. Est-ce que réellement, quel que soit ça mettait comme mécanisme, si les hommes et les femmes, par un capital social, ça mettaient tête ensemble, c'est un cas de résultat. Ou ka gen compromis. Moyennant que ou prêt pour faire le sacrifice. Parce que quand on va à une table de dialogue, on ne peut pas espérer gagner à tous les coups. Il faut accepter perdu, il faut l'autre accepter perdu pour trouver le juste milieu. Ce n'est pas mon capable de nous. Le carré magique de Caldor. On a 4 objectifs. On dit nous avons 2 objectifs différents. Le gouvernement a ses objectifs. Les parlementaires ont leurs objectifs. Même si nous tous de nous viser le bien-être de la population, mais nous chaque nous pas comment atteindre ce bien-être de la même façon. Les stratégies peuvent être différentes. Je vais te donner un exemple simple. Le président dit 4E. Parmi 4E, l'éducation. Tout le monde est d'accord. Mais comment réaliser cette éducation? Pour lui, il faut affecter un fonds. Le parlementaire a dit il est contre le principe des fonds affectés. Le président dit je crée un FNE. Le Parlement dit pourquoi créer un FNE en dehors de la Constitution de la loi? Et pendant 4 ans, FNE n'a pas jamais voté. Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur la question. S'il est vrai, et je persiste à le dire, le CONATEL dispose de compétences pour instituer une redevance sur les appels internationaux entrants. C'est dans ses attributions en tant qu'organisme autonome dépositaire de la personnalité juridique. Je dis que la Banque centrale a le droit de faire payer aux agents de transfert une redevance pour l'utilisation de sa plateforme. Je dis que la Banque centrale a la compétence nécessaire pour octroyer une partie de ces redevances au financement d'une œuvre collective qu'est l'éducation. Mais par contre, cette personne morale, cet organisme autonome qui va recevoir ces fonds pour financer l'éducation, doit être créé par une loi. Donc si nous bien comprendre, et pour le grand public là tout, des deux côtés de la barrière, pas de gagner mes ententes sur l'éducation, tout le monde admet qu'il faut nous améliorer l'éducation dans le pays. Donc, détail là, diable, c'est la nouvelle très souvent, c'est comment nous allons le financer. Comment le faire? Il ne fait 4 ans par an, mais entente? Non. Et jusqu'à aujourd'hui, le FNE n'a pas été voté. Le projet de loi a été déposé au Parlement. La Chambre des députés l'a voté. C'est arrivé au Sénat. Le Sénat demande un rapport sur l'utilisation des fonds collectés au titre de ce fonds. Et le gouvernement est dans l'incapacité de soumettre au Parlement un rapport sur non seulement sur le volume des fonds collectés et l'utilisation qui a été faite. Puisqu'il y a eu ce manquement à cette obligation constitutionnelle de reddition de comptes, le Sénat pose comme veto tant que l'il ne pas recevoir rapport sur le montant collecté au cours de ces 4 années à titre de redevance sur les appels internationaux rentrants et sur les frais de transfert, tout va recevoir rapport ça, il n'y a pas voté loi. Pour les voter loi, c'est consacrer cette gestion, on dit entre guillemets, incorrecte, puisque je ne peux pas qualifier, je ne peux pas s'il était mal géré. Tant qu'on n'a pas ce rapport, on ne peut pas qualifier d'être fait. Mais on dit, volume fonds qui collectés pendant les 4 dernières années par les 2 institutions impliquées doivent nous être soumis comme rapport. Sénateur Privert, vous avez dit nous là que
quoi il faut pour ta fête de monde qui veut diriger nous, que ce soit au niveau de l'exécutif ou encore au niveau du Parlement, que vous apprendre exactement comment la structure a fonctionné. Et si vous voulez réussir tout, parce que gardons une tâche qui tombe là, capable, oui, il y a plus de monde à l'école, mais il y a une violation de la Constitution qui fait là. Mais Lolo, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui justifie que les ministres de tous les gouvernements qui se sont succédés autour de ces 28 années de la Constitution, ils n'ont pas gagné de charge? C'est la reddition de compte. Le contrôle de l'exécution du budget est une responsabilité du Parlement, est une prérogative du Parlement. Et le gouvernement a des obligations statutaires en termes de fourniture de rapports au Parlement. Comme ça, tu as fait un gros débat à faire des charges pendant l'élection, où tu as voulu dire nous que si que chaque année, tout processus est complété, l'exécutif élabore, nous-mêmes nous ratifier, Cour supérieure des comptes, loi de règlement, que nous allons voter, que automatiquement, ou tu mets tes premiers ministres pendant tout ton mandat, c'est un alors les papiers ça que le processus a fait, qu'on a un mandat ou des charges? Je vais aller plus loin. J'ai proposé la modification du décret du 16 février sur le budget à mes collègues sénateurs. Mes collègues sénateurs l'ont approuvé. Et le texte a dormi dans les tiroirs de la Chambre des députés. Et j'ai même ajouté un article. Le vote de la loi de règlement implique d'emblée la décharge aux ministres qui ont à gérer ce budget. Et pourquoi les ministres n'ont pas, et pour le Premier ministre en particulier qui a été victime, on a parlé de M. Lamotte, pour qui ça que même pas pousser ça? Pendant les 4 années que je passais dans le Parlement, pour un seul exercice, la loi de règlement a été déposée et votée par les deux chambres. Pour les 3 autres années, la loi de règlement n'a jamais été. Or, que dit la loi de règlement? C'est quoi la loi de règlement? C'est un texte qui constate que l'autorisation qui a été donnée par le Parlement a été respectée dans toute sa forme et teneur. Le Parlement vous a autorisé à encaisser 50 milliards et à dépenser 50 milliards. Avec la demande, vous dites, vous m'aviez autorisé à encaisser 50 milliards. Malheureusement, je n'ai encaissé que 45 milliards. En conséquence, j'ai encaissé 45, j'ai engagé 45. Et s'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des irrégularités, le Parlement est à même de corriger ces irrégularités au moment du vote. En corrigeant ces irrégularités, le Parlement qui est solidaire, on est dans un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire, qui est solidaire du gouvernement, le Parlement corrige ces irrégularités et reconnaît que ces règles sont acceptables. Mais le fait même que ces lois de règlement n'avaient été déposées, ça cause un problème par rapport à la décharge. Mais bien plus, pour un pile monde, que le ministre, il croit que le rapport de la Cour des comptes implique décharge. C'est écrit nulle part dans la Constitution. La commission bicamérale parlementaire qui analyse les dossiers des ministres, qui recommande leur décharge ou pas, n'est pas tenue au rapport de la Cour des comptes. Au contraire, c'est une facilité. La Constitution dit la commission est en droit à cette occasion de demander à la juridiction des comptes la conduite de toute enquête nécessaire à son information. Quelle est la relation entre le rapport de la Cour des comptes et la loi des règlements? La Cour des comptes doit donner son aval sur la loi de règlement. Projet de loi de règlement, qu'est-ce qu'il va dire? Le gouvernement et le soumet à la Cour supérieure des comptes, qui donne son opinion. Et puis vous voyez là pour nous capable de ratifier encore. Ratifier encore. Donc il faut public capter nous là. Et pas seulement public là. Puisque bon paquet d'acteurs qui pas entrer dans le Parlement, ça va veut dire qu'on ne parler là vraiment. Donc pour être capable de faire une petite accélération ça, nous dit l'exécutif est là-bas, ça c'est pas exclusivité, 15 juin date limite. Et vous là nous-mêmes pour nous ratifier? Le 15 juin c'est la date limite. OK. L'enfin ratifier. Qui est le Cour supérieure des comptes lui-même? C'est lorsque l'exécution budget document que l'entrée en compte. La Cour des comptes donne son avis sur le projet de loi de règlement. Okay. La Cour des comptes, qui est l'organe étatique de contrôle,
dit que le budget a été exécuté tel qu'il a été autorisé. Parce que la Cour des comptes donne aussi son aval ou bien son avis sur le projet de loi de finances initial. C'est ça. Donc maintenant, elle donne son avis sur le projet consacrant l'exécution. Donc sur la base de ces deux documents, le Parlement est renseigné. Sa conviction est faite que la gestion a été correcte et vote la loi de règlement, bien entendu, en analysant les réalisations. Parce qu'un pile monde toujours croit que le contrôle, c'est un contrôle super justificatif. Moi, je dis que le contrôle parlementaire, c'est un contrôle d'opportunité. Vous me dites avoir construit 18 stades, 18 centres sportifs, ma question, était-ce la priorité? Vous me dites avoir engagé... Mais le budget, s'il fait, il va faire un dehors de budget. Sont d'autres détails. Bon. Vous me Comment dites... vous faites? Vous pensez que c'est un budget Vous me dites avoir engagé... Quand vous m'envoyez le budget, bah, prends exemple puisque vous entrez dans le détail là. Toute dépense réalisée par le gouvernement aurait dû avoir l'aval du Parlement selon la Constitution. C'est ça lié à sa budget. Mais attention, attention. Vous consacrez 2,6 milliards au programme de scolarisation universelle. J'ai voté 2,6 milliards pour un programme de scolarisation universelle. Les détails sur l'utilisation de ces fonds n'ont pas été communiqués. Et pas oublier, c'est un point que nous avons gagné. Je suis certain. Programme de scolarisation universelle, on n'a pas dit le nombre d'écoles qui vont être construites. On n'a pas dit le nombre de maîtres qui seront formés. On n'a pas dit le nombre de professeurs qui sont recrutés. Maintenant, ces détails sont indispensables. Quand vous me dites ça, je peux dire, parlementaire que je suis, pourquoi consacrer 2,6 milliards au programme de scolarisation universelle, alors que le plus grand drame confronté par les jeunes de nos départements, c'est l'inexistence de centres professionnels ou de centres d'enseignement supérieur. Moi, comme membre de la population, je vais vous dire, et sénateur, vous avez discuté ça avec l'exécutif là, pendant tout exercice là, avant que nous mettions le budget en place. C'est position pas. Quel est l'intérêt d'après toi, je me pose une question, que le Premier ministre, le deuxième lundi de juin, le deuxième lundi de janvier et le deuxième lundi de juin doit se présenter au Parlement pour faire le dépôt de son bilan. On lui a donné un programme de politique générale, on lui a donné un budget. Il vient le deuxième lundi de juin qui fait 6 mois, il dit pendant les 6 mois, vous m'avez autorisé, voici ce que j'ai fait. Parce que politique générale là, si le Premier ministre n'a pas baillé, il va passer. C'est ça? Politique générale, là, ça parle bas-up pour exécuter. C'est le budget. C'est le budget. Maintenant, vous m'apportez votre rapport. Voilà, c'est le rapport. J'avais identifié, dans le budget que j'ai voté, où tu prévois construire 50 km de route dans mon département. Le bilan déposé de ces 50 km de route, combien ont été construits pour les 6 derniers mois? On peut justifier que bon, un problème là, qui ne fait pas fait, au supposé, on peut accepter si vous portez non seulement des chiffres, des données et des explications. Donc tu rectifies le budget sans loi? Non, ça me dit, si il y a un problème, je vais dire, sénateur, mais problème que je me c'est ça qui fait que, vous avez dit tout à l'heure, là, son question semi-parlementaire, nous pas gagner pour tout nous Premier ministre pour venir, non? Je m'ai regardé, dans la France, nous copions par Mounion, nous venons exécuter là, c'est ça? Oui. Manuel Valls, monsieur tout le temps dans le Parlement. C'est parce qu'on est dans la caille. Pour une raison, il a besoin du Parlement pour gouverner. C'est ça, oui. Mais nous, est-ce que nos gouvernements, ils connaissent qu'ils ne peuvent pas gouverner sans le Parlement? Est-ce qu'ils acceptent que le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement et est responsable devant le Parlement? Question se pose, elle est très importante, on est obligé de retourner sur mes On prend la troisième partie de l'émission, et le public a remarqué que les avoir l'émission, ça rend très scientifique, bien avec chiffres. Mais nous, on a parlé de chiffres tout le temps, mais nous pas atteint, d'ailleurs, on tableau que nous avons crédit pour lui. Nous, il y a un problème d'hommes et de femmes, j'ai la première partie de l'émission. Ensuite, le respect de sa signe, et peut-être plus même, le manque d'éducation de ce qu'on appelle un gouvernement ou encore un parlement. Les cas forts, mais c'est comme ça. On propose là, réservé pour moi pour capable dire la troisième partie de l'émission.
te me raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, m'pa gen monnaie de goud et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, siret pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. Sou pas bon petit monnaie non. Comment m'bral compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans yon l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas qu'un prix à nan aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Mais on communiqué la douane pour tout le monde qui concerné. La douane voulait dénoncer tout le monde qui, depuis dik d'un temps, a utilisé tout moyen pour passer marchandises contrebandes sous frontière pays à République Dominicaine et dans port province surtout. Nous voulons faire tout le monde connaître que la douane, dans le cadre de mission la loi Bali, joint support gouvernement et spécialement ministère Finances pour prendre toutes mesures pour combattre contrebande. Pour aider le faire travail la plus bien, la douane mande toute association, entrepreneur, ti machan yo, ak l'autre citoyen qui remen pays yo, vin bal bon jan information pour le cas kwape mal sa qui relè contrebande, kap détruit production pays ya, entreprise pays ya, ak travail qui dans pays ya. La douane a profité pour rappeler tout le monde que décret 20 octobre 2005 là, qui dans moniteur numéro 79 là, fait l'obligation pour li bay récompense l'argent à tout le monde qui pote bali bon jan information qui cap aider le bataille contre fraude à contrebande. Si ou ta gen bon jan information pour bay la douane, soit activité fraude à contrebande, relè la douane dans numéro ça 28 18 99 99. 28 18 99 99. Relais la douane. Ça, c'était communiqué 501 la douane. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, love ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous rappelons sur le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h. Sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On a parlé de budget, on a parlé de bilan 4 dernières années, comment on a exécuté le projet de loi des finances qui vient de loi des finances et qui rôle coût supérieur des comptes. Et le sénateur privé qui a aidé à faire ça. Et nous avons fait pour la troisième partie de l'émission. Quelle explication on a exactement? Pourquoi ne qui plus grosse faiblesse gouvernement ça a gagné? C'est comment améliorer ses rapports, ses relations avec le Parlement. S'il est vrai, en pile sénateur, en pile député, qui ont des relations plutôt personnelles avec les ministres, mais les relations institutionnelles, c'est eux qui font défaut. Rappelons qu'en 2013 ou 2013, le Premier ministre n'a pas pu faire le dépôt de son bilan au Parlement. Or, le point qui est l'émanation du Parlement, qui est responsable devant le Parlement, s'il pas même qu'à assurer son entrée au Parlement pour faire son bilan, ça veut dire qu'il n'est plus. Donc on parle de concept de leadership là. De leadership. Que ce soit au niveau du président ou encore du Premier ministre, ou pas pour contrôler le gouvernement, dans le système que nous avons là. Il faut contrôler le gouvernement là, pour gagner discipline là-dedans. Mais pour capable de résultat, au grand Parlement, qui lui-même pour un bloc monolithique très très disparate pour capable de gérer le dossier. Le régime que nous avons institué, le président ne gère pas.
Le président a fait campagne, a fait des promesses, a fait des engagements, mais il ne peut pas lui-même donner corps ni exécuter ses promesses ou ses engagements. Il lui faut un Premier ministre. Et ce Premier ministre, pour que l'arrivée gouverner et exécuter ses promesses, il lui faut une certaine confiance au niveau du Parlement. Donc, il faut dégager cette majorité. Et me parler de relations. Parmi ces relations, la Constitution a fixé des moments où le gouvernement doit communiquer avec le Parlement. 1 mois après l'ouverture de la première session de l'année législative, le gouvernement doit faire parvenir au Parlement un rapport sur l'état des finances de la nation et sur l'efficacité des finances publiques. Quelle date exactement? 1 mois après l'ouverture de la première session législative, c'est-à-dire au mois de février de chaque année. Okay. Le gouvernement doit faire parvenir au Parlement un rapport sur l'état des finances de la nation et sur l'efficacité des dépenses publiques. Ça va déjà 4 mois en exercice fiscal là qui commence. Et ce rapport doit être accompagné du bilan de la Banque centrale. Pourquoi la Banque centrale? C'est la Constitution qui fixe lui. Le bilan de la Banque centrale comme organisme autonome doit accompagner ce rapport sur l'efficacité des finances publiques. Donc nous regardons et fiscal là et monétaire là en même temps? Ça doit être acheminé au Parlement. Pendant mes 4 dernières années, ce rapport n'a jamais été transmis au Parlement. Et c'est pour ça que je parle de relations institutionnelles. Question tu as agitée tout à l'heure. On peut avoir élaboré le budget, prévoir les dépenses à exécuter, identifier les sources de financement. Par malheur, il y a un événement fortuit qui arrive, auquel on ne s'attendait pas. Le budget, c'est une prévision, nous avons une boule cristal. Une catastrophe naturelle. Yeah, ça peut arriver. La loi prévoit, en cette situation, le gouvernement mobilise des ressources qui n'étaient pas prévues au budget. Mais fixe 1 mois après l'ouverture de ces crédits exceptionnels pour faire face à cette calamité publique, qu'un projet soit soumis à la ratification du Parlement. Exemple concret, au mois d'octobre 2012, cyclone Sandy frappé nous. Le premier mois de l'exercice fiscal. Le premier mois de l'exercice fiscal. Le gouvernement, face à l'ampleur de la catastrophe, mobilise 5 milliards de gouttes. Personne ne peut l'empêcher, c'est prévu dans la loi. 1 mois après cette mobilisation, un rapport devrait être acheminé au Parlement pour justifier l'utilisation. Et le Parlement doit voter ce document qu'on appelle... Constitutionnellement, le Premier ministre peut le faire sans autorisation, mais doit justifier par la suite... Le soumettre pour ratification. Le Parlement doit ratifier les fonds mobilisés pour faire ça. Dans le cas de Sandy, jusqu'à aujourd'hui, ce projet de loi devant ratifier ces 5 milliards de gouttes engagés pour Sandy n'ont jamais été transmis au Parlement. Comment le Parlement va apprécier la bonne gestion des ministres qui ont eu à signer ce décret d'avance et qui ont eu à engager les fonds? Lorsque mon a dit Parlement pas les bail des charges, faudrait-il bien questionner les bonnes dispositions des ministres à agir dans le sens de la Constitution, dans le strict respect des lois qui gouvernent la façon dont les fonds publics sont gérés. On se rappellera en tête pendant longtemps, c'est cette fameuse rencontre au niveau du Parlement entre le Premier ministre et M. Kabam date là. On avance rapide parce que nous avons plusieurs points techniques pour entrer sous ça. Je connais que nous-mêmes ou pas pour ce budget qui a été mis en place cette année. Mais ça nous note quand même, on regarde un changement structurel considérable qui est fait au niveau du budget. Est-ce que ça a annoncé pour les prochaines années que Haïti va l'objet dépendre plus de tête que le dépend de l'extérieur? Nous voyons ça qui passe dans le budget. Moi, je me dis 3 choses. Contrairement à ce qu'on dit, je ne suis pas contre le budget. Oui. Et le gouvernement, il était soumettre un budget pour l'exercice
2014-2015. Ce budget a été voté par la Chambre des députés. Le Sénat allait se prononcer. Certains collègues identifiés comme proches du gouvernement ont infirmé le quorum. Le budget n'a pas été voté. Au 1er octobre. Donc le budget du gouvernement, ça c'est boycotté par des sénateurs, eux-mêmes. Pas dire boycotté, me dit certains. Non, on va les français, collègues sénateurs réputés proches du gouvernement ont infirmé le quorum. Oui, mais le budget n'a pas été voté. On s'attendait à une convocation à l'extraordinaire pour que le budget soit voté. Cette convocation n'a pas eu lieu. Et le 30 septembre est arrivé. Déjà, dès le 8 septembre, les députés sont partis en vacances. Le 37 septembre, le gouvernement, se référant au décret, a publié son budget. Ce même gouvernement, au cours de l'année, a rectifié son budget. S'il rectifiait le budget au cours d'année jusqu'au 30 septembre 2015, qui ça empêché le gouvernement, lui reconduit même budget ça en septembre 2015, d'autant plus où il y a une élection qui est annoncée pour octobre 2015, 7 février, il y a un nouveau président, probablement en mars, il y a un nouveau gouvernement. Donc pourquoi l'imposer un budget? Peut-être, le rôle d'avocat du diable, que changement structurel que je me pose aux questions là, j'aime qu'à exécuter le budget ça. Les voies et moyens, les ressources pour financer là. Moi, j'ai fait 2 rencontres avec le ministre des Finances là. Il m'a invité dans un premier temps. Maintenant, le ministère, il m'a présenté les grandes lignes de ce budget. Okay. Première question, me dit le ministre, je n'ai pas un problème de fond avec votre vision, mais quelle est l'opportunité dans un contexte électoral? Première question. Deuxième question, par rapport au changement à introduire dans la législation fiscale, où est la Constitution dans tout ça? Et troisième point, il y a 54 candidats à la présidence. Ils doivent savoir qu'est-ce qui les attend en termes financiers. Et rappelez-vous, au sommet sur la finance, ma conclusion c'était que le débat budgétaire doit faire partie des débats électoraux. Il faut que tout le monde connaisse le pays n'a pas dormi sous l'argent. Il faut que tout le monde connaisse que le taux de pression fiscale d'Haïti n'a jamais dépassé le niveau de 13%. Un taux de pression fiscale faible dit incapacité de l'État à répondre à ses engagements. Il faut que tout candidat à la présidence connaisse mais qui situation financière capable. S'il est vrai que le ministre là, il a adhéré à l'idée, il avait fait cette invitation au KINAM. Les 54 n'étaient pas présents, autant que je sache, il y a eu au moins 13 candidats. Mais tous les candidats qui étaient présents avaient clairement dit qu'ils allaient rectifier le budget s'ils sont élus. Ce qui m'a démontré que, avant même la publication de ce décret, les candidats avaient déjà clairement dit qu'ils allaient le rectifier. Donc pourquoi le faire? Ça, c'est le premier point. Mais je ne vais pas entrer dans le fond budget. Le ministre a demandé, il a rencontré mes collègues sénateurs. On a fait une belle rencontre au Parlement. On a discuté du budget. Autour de ce budget. Autour de ce budget. Mais premier élément, nous disons, les mesures fiscales qui sont décidées. Où est le tableau d'impact? Si vous me dites que vous allez faire passer le droit de passeport qui est fixé à 600 goudes dans la loi du 11 juillet 1996, qui a changé en 2008 à travers le budget, je dis encore à travers le budget, on veut changer, pourquoi ne pas prendre une nouvelle loi, une fois pour toutes, modifier le passeport? Est-ce que nous, sénateurs, nous avons un problème à ce que le droit de passeport, il sorti de 600 gouttes à 1200, à 1600 ou à 3000 gouttes? La question n'est pas là. La question, pourquoi faut-il que le gouvernement soit aussi paresseux en termes de production législative pour que c'est à travers le budget, il a modifié toute structure fiscale là? Ça, c'est le premier débat. Ensuite, quelle est l'efficacité de ces mesures? Pendant les 7 dernières années, à aucun moment donné, nos prévisions budgétaires n'ont jamais été réalisées à 100%.
Chaque année, nous prévoyons 50 milliards, on fait 43 milliards. Quel est le facteur explicatif? Donc, soit qu'on n'a pas été suffisamment informé par rapport à nos perspectives. Si je veux, en élaborant le budget, qui ça m'a fait? On m'a dit, je parle de l'hypothèse. La tendance des recettes au cours de ces 10 dernières années a été une augmentation de 10%. On observe la tendance. Ça augmente automatiquement de 10%. C'est la tendance au cours des dernières années. Donc, par rapport à l'année dernière, ça a augmenté de 10%. Je peux être dit, je vais rester paresseux. L'année dernière, on a fait 50 milliards. Là, pour augmenter automatiquement de 10%, ça me fait 55 milliards. On convoque 55 milliards. Ou bien me dit, mais si je veux faire passer mon budget de 50 milliards à 70 milliards, donc je gagne 5 milliards de façon automatique, mais pour les 15 milliards supplémentaires, quel effort supplémentaire pour me faire? Quelles mesures nouvelles pour me prendre? Et ces mesures nouvelles, quels seront leurs impacts sur le volume des recettes? Donc, si je viens en fin d'exercice, malgré ces mesures, je n'ai pas fait 70 milliards, c'est que j'avais sous-évalué mes mesures. Donc, pour me d'accord avec vous, que budget 70 milliards qu'on prévoit ou à réaliser, il faut moi pour chaque mesure nouvelle ou proposée qui impacte la bien sur recette là. Donc, le travail technique qu'on réalise, ou même, vous regardez tendance là sur une période de 10 ans, ouais, mais ça a été prévoir et mais qui s'est réalisé. Exactement. Yep. Est-ce que vous trouvez que trop optimiste? Ils sont trop optimistes. Et à chaque fois, allez, ça me pense que vous voulez augmenter de près de 37%. À chaque fois que nous pas réalisé, suivre le cheminement de taux de croissance là. Pour l'exercice 2010-2011, rappelons bien période là. 2010-2011, juste après le tremblement de terre, le budget qu'on avait publié, qui n'a pas été voté parce qu'on était en période électorale, c'est pour le seul exercice qu'on a eu un excédent budgétaire. Et c'est pour ce seul exercice que le taux de croissance de l'économie a été de 5,6%. Donc, il y a un lien qui existait entre performance fiscale et croissance. Performance économique. Là. Et un autre point encore qui est très critique, c'est concernant les fonds au niveau du budget de la République. Qui veut les fonds? Est-ce que ce n'est pas des bails qui permettent de capter l'argent plus facile pour exécuter et aller vers des secteurs bien spécifiques? Toute liste de finances publiques. Il y a un principe universel en matière de droit budgétaire. Il y a un principe d'annualité. Le budget est voté pour un exercice, commence le 1er octobre, c'est terminé le 30 septembre. L'équilibre. Le budget est voté en équilibre parmi ces principaux. Ces 5 grands principes. Le principe de l'universalité, qui veut que l'ensemble des recettes finance l'ensemble des dépenses. Que des fonds spécifiques ne soient pas affectés à des dépenses spécifiques. Un fonds spécifique consacré à une dépense spécifique déroge au principe de la solidarité nationale. Parce que le fait que tous les fonds sont dans le même panier, ça permet à ce que l'ensemble des ressources contribuent au bien-être de tous les citoyens. Tandis que l'on affecte une recette particulière, une dépense particulière, qui est une dérogation. S'il est vrai, en matière de finances publiques, cette dérogation peut être acceptée, en ce sens que quand il s'agit de financer une œuvre d'intérêt collectif, tout le monde est d'accord, l'éducation est une œuvre d'intérêt collectif. Si l'État décide, pour mieux répondre à ce besoin, il faut lui affecter un fonds, cette dérogation est acceptée aussi. Mais la règle générale, c'est la non-affectation. Mais l'exception, c'est l'affectation. Ce qu'on a observé pendant ces dernières années, il y a une forte tendance du gouvernement, mais des gouvernements, à la prolifération de ces fonds. Et une critique que les économistes gagnent par rapport aux fonds que l'on qualifie de fonds de concours, c'est le fait que si telle institution a besoin 100
100 millions de goudes et qu'à travers un fonds spécifique consacré à une dépense spécifique déroge au principe de la solidarité nationale. Parce que le fait que tous les fonds sont dans le même panier, ça permet à ce que l'ensemble des ressources contribuent au bien-être de tous les citoyens. Tandis que l'on affecte une recette particulière, une dépense particulière, qui est une dérogation. S'il est vrai, en matière de finances publiques, cette dérogation peut être acceptée, en ce sens que quand il s'agit de financer une œuvre d'intérêt collectif, tout le monde est d'accord, l'éducation est une œuvre d'intérêt collectif. Si l'État décide, pour mieux répondre à ce besoin, il faut lui affecter un fonds, cette dérogation est acceptée aussi. Mais la règle générale, c'est la non-affectation. Mais l'exception, c'est l'affectation. Ce qu'on a observé pendant ces dernières années, il y a une forte tendance du gouvernement, mais des gouvernements, à la prolifération de ces fonds. Et une critique que les économistes gagnent par rapport aux fonds que vous qualifiez de fonds de concours, c'est le fait que si telle institution a besoin 100 millions de goudes et qu'à travers fonds de concours là, vous avez mobilisé 150 millions, il y a 50 millions à sa disposition. Ça favorise le gaspillage, ça favorise la constitution de caisses noires. Si vous voulez prendre un exemple patent, c'est la contribution au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Lorsque nous créons FONSA par loi, en 1996, FONSA doit générer des ressources d'environ 600 millions de goudes. La loi avait déjà clairement défini 50% de ce fonds pour financer les mairies, 30% pour les sections communales, ainsi de suite. Avec l'arrivée des mastodontes de la télécommunication, ce fonds a explosé. De 600 millions qu'on espérait, on prévoit aujourd'hui de percevoir 1,8 milliard à 2 milliards. Or, pendant ces dernières années, toute collectivité n'a pas de constituée. On n'a pas eu l'Assemblée départementale, on n'a pas eu l'Assemblée municipale, on n'a pas eu l'Assemblée de session communale. Et pendant ces 4 dernières années aussi, les CASEC n'étaient pas renouvelés. Donc, vient un volume de ressources qui est disponible et ce volume de ressources est utilisé de façon discrétionnaire pour financer des activités qui n'ont rien à voir avec le développement des collectivités territoriales. À travers le budget qui nous a été soumis, où il y a un fonds dans collectivité qui pourra financer carnaval, qui pourra financer fête patronale, qui pourra financer festival rara, alors que le fonds porte le titre de fonds de développement des collectivités. Et la loi, même créant ce fonds, dit s'il se dégage un surplus, ce surplus sera utilisé pour financer des projets à caractère social, de la santé et de l'éducation dans les communes les plus défavorisées. Donc, avec ces fonds de concours, on favorise le gaspillage, on favorise la construction de caisses noires. Et mon point, c'est qu'en plus des fonds de concours qui existent déjà dans le système, qui ont été créés par loi, il y en a là-dedans, le FAES, il y en a là-dedans, c'est le FDI, il y en a là-dedans, c'est le FIP, le Fonds de développement public, mais pendant ces dernières années, le gouvernement a créé un fonds de développement du tourisme, aucune loi ne l'a créé. Nous ne sommes pas du FNE, qui n'existe pas de loi. Et à travers ce même budget, ils ont annoncé la création d'un fonds de solidarité interhaïtienne. Or, ce qui me choque, c'est que les modalités d'organisation de ce fonds sera définies par arrêté présidentiel. Or là, on n'est pas dans la loi, on n'est pas dans la Constitution. Les organismes autonomes ne peuvent être créés que par la Constitution et par la loi. Leurs modalités d'organisation et de fonctionnement doivent être définies par loi. Comment un arrêté présidentiel peut-il établir ou bien
élaborer les modes d'organisation de fonctionnement de fonds qui sera détenteur de la personne juridique. Là, moi, je crois que cette multiplication de fonds de concours les fragilise la transparence qui devrait exister en matière de gestion des fonds publics. Tout à fait. Nous finissons l'émission là et nous pourrons simplement et rapidement répondre à une question. Moi, en France, toute structure a fonctionné et moi, ils mettent un haut conseil des finances publiques. Est-ce que pour nous renforcer faiblesse par nous que nous sommes là pour nous capables de résoudre le problème, est-ce qu'un haut conseil qu'on s'est formé de monde du secteur public et du secteur privé, est-ce que ça est capable de permettre que nous ayons une meilleure gestion des finances publiques en Haïti? Fonds n'a collecté pour qui nous collecter de la population. Pour qui nous utiliser de la population. Mais qui a intérêt à ce que ces fonds soient collectés, et bien c'est encore la population. Donc toute initiative devant permettre à la société civile ou bien aux représentants des différents secteurs de la société de suivre l'évolution des ressources domestiques et comment elles sont utilisées, pour moi c'est tout à fait légitime. D'autant plus, l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit clairement les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants de la nécessité de la contribution publique. La faisabilité de tel mécanisme au Conseil des finances publiques qui, parmi les 3 institutions de parler là, est-ce que vous avez fait sa constitution, si vous n'avez pas prévu, ça a fait? Même pas, c'est toute institution pour parler pleine d'autonomie, pleine d'indépendance par rapport au pouvoir. Faut le constitutionnel? Faut la constitution. Parce qu'on entend nous. Vous avez 3 pouvoirs. Chaque pouvoir gère de façon indépendante les ressources à sa disposition. Et là, question là très pertinente pour vous. Qui contrôle le pouvoir judiciaire? Alors, le président du CSPJ est aussi ordonnateur. À qui doit-il rendre compte? Le Parlement, ou bien le bureau du Parlement est ordonnateur. À qui ça doit rendre compte? L'exécutif. Si sa gestion, si le contrôle de la gestion incombe au Parlement, le contrôle de la gestion du Parlement, à qui incombe-t-il? Le contrôle de la gestion du judiciaire, à qui incombe-t-il? On parle plus loin. La Cour supérieure des comptes, comme organe étatique qui contrôle l'ensemble des ressources publiques, mais qui contrôle la Cour des comptes. Et le décret du 23 novembre 2005, qui était organisé à la Cour des comptes, il dit que c'est le Sénat qui, au 1er juin de chaque année, recrute une firme d'audit privé pour exercer le contrôle de la gestion de la Cour des comptes. Pendant les 28 ans d'existence de la Constitution, on a